Bonjour. Non, je vous promets, je n'ai pas fait venir ma famille, ce sont mes amis du comité scientifique. Bonjour à eux. Je salue également toutes celles et ceux qui sont en ligne ou qui nous regarderont en replay. Soyez les bienvenus. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour aborder évidemment le sujet si prégnant de l'intelligence artificielle au service des personnes en situation de handicap, mais également à votre service, les référents handicap. L'intelligence artificielle, ça recouvre différentes réalités. On parle d'IA dite étroite, par exemple, qui accomplit une tâche extrêmement précise. Ça peut être un outil de transcription, ça peut être un correcteur ou encore un assistant vocal. Il y a aussi, et vous la connaissez bien, l'IA générative, celle qui apprend, qui raisonne, qui dialogue. Et ce n'est pas fini. On nous annonce un jour prochain une IA dite super intelligente qui surpasserait l'humain dans tous les domaines. En ce qui me concerne, c'est déjà fait. Pendant cette heure d'échange avec nos invités, nous allons explorer trois grands axes. D'abord, les solutions concrètes qui favorisent l'accès, le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et qui aident évidemment le référent handicap. Ensuite, et on ne fera pas l'impasse sur ce sujet, on va parler des limites éthiques, des biais, de la sécurité évidemment des données. Et enfin, on évoquera la montée en compétences du référent handicap, parce que comprendre et apprivoiser l'IA, ça s'apprend et c'est peut-être même très urgent. Allez, pour en discuter, on a la chance d'avoir 4 experts au regard et aux expériences complémentaires. Amélie Gauthier, bonjour. On se tutoie. Tu es membre justement de ce comité scientifique de la GFIP et chargée de mission handicap et diversité du groupe WeCare. Alors, WeCare, c'est le leader des services à la personne en France, avec 16 marques et 23 000 collaborateurs. D'ailleurs, la GFIP et WeCare, c'est une histoire qui dure. Vous avez re-signé, je crois, une convention. Baptiste Avril, vous êtes chercheur et entrepreneur engagé dans l'IA et les sciences humaines, directeur du pôle IA et SHS de Matrice. Matrice, c'est une organisation associative un peu hybride, on peut dire ça comme ça, qui accompagne les entreprises privées et publiques, dont la GFIP d'ailleurs. Au sein de votre pôle, vous proposez notamment de l'accompagnement stratégique et de la formation. Benjamin Cluzan-Voisard, bonjour, vous êtes l'ambassadeur national de la Handitech et CEO d'Handipulse. Alors Handipulse aide les écoles, les hôpitaux, les entreprises à intégrer l'accessibilité au cœur de leurs projets grâce à des solutions numériques inclusives, évidemment. Quant à la Handitech, c'est une association qui booste les startups, les entreprises, les associations, à condition qu'elles innovent au service des personnes en situation de handicap ou bien en perte d'autonomie. Nicolas Pinault, merci d'être parmi nous. Vous êtes responsable de la fabrique IA à la direction IA de France Travail. Est-ce qu'on a besoin de présenter en détail France Travail, premier acteur du marché de l'emploi en France, successeur de Pôle emploi depuis 2024. Je ne crois pas qu'on ait besoin de s'étendre sur vous, mais on va revenir sur toute votre stratégie IA qui est importante et que vous avez implémentée déjà il y a quelques années. N'hésitez pas à penser à d'éventuelles questions, notez-les parce qu'on essaiera de les traiter ensuite. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Une étude menée par des chercheurs canadiens sur l'IA et le handicap, les deux, montre que les travaux de recherche se concentrent sur 2 grands axes, la santé, avec notamment le diagnostic des maladies ou la prédiction du développement du handicap, et puis les technologies d'assistance qui visent évidemment à compenser et à renforcer l'autonomie. Benjamin, ces innovations, elles soulèvent quand même une question de fond. Est-ce qu'on donne la priorité aux outils IA qui réparent les individus ou bien qui rendent la société plus inclusive ? Oui, merci.
Bonjour à toutes et à tous. En effet, aujourd'hui, les outils IA, on peut les voir comme des outils de compensation qui viennent en soutien, mais en fait, aujourd'hui, il faut prendre le prisme de manière différente. Il faut travailler plus, en tout cas, nous, c'est notre position au sein de la Handitech, travailler sur une démarche d'inclusion sociale dans son ensemble. L'IA va nous permettre de lever certains obstacles, comme la lecture des images, l'adaptation des textes, la facilitation de la communication. Mais aujourd'hui, l'IA doit être surtout un outil en fait, d'accompagnement à la création du lien social et au renforcement. Dans ce cadre-là, nous, au sein de la Handitech, on a pris conscience qu'il y a une difficulté aussi de connaître toutes ces solutions qui existent sur le territoire, pour les référents handicap notamment. Et donc nous travaillons depuis fin décembre, c'est assez récent, avec l'AGFIP sur un projet qui s'appelle Connect for All, qui sera On va revenir là-dessus, effectivement, Pardon. parce que ça fait partie, pardon de vous interrompre Benjamin, mais ça fait partie effectivement des initiatives qui sont intéressantes, qui sont destinées aux personnes. Mais je voulais vous poser cette première question parce que il y a souvent ces solutions IA qui sont validistes et qui ne vont pas vers l'inclusion, et ça c'est un vrai souci. C'était sur ce point que je voulais effectivement vous alerter. Donc parlez-nous de Connect for All que vous avez imaginé effectivement pour les personnes en situation de handicap. Alors, Connect for All, c'est une solution qui part du principe d'accompagner les personnes en situation de handicap, les futurs salariés ou les futures personnes qui vont rentrer en formation, à identifier la bonne ou les bonnes solutions d'accompagnement à la prise de poste. Donc, c'est une plateforme qui référence aujourd'hui, enfin qui est en cours de référencement de l'ensemble des solutions d'adaptation au poste de travail, qui utilisent des innovations, de l'IA ou non, et qui va permettre à la personne en situation de handicap de rentrer ses besoins, ses attentes et ses besoins, en dehors de la notion de handicap pur, et qui va avoir un ensemble de solutions qui vont lui être proposées par matching, donc par un moteur IA. Faut savoir que ces solutions, elles auront été analysées en amont, donc elles ont été évaluées par des personnes en situation de handicap pour venir donner un scoring d'accessibilité et aussi de conception universelle à la base de leur création. Donc c'est vraiment une future plateforme disponible, on espère l'année prochaine, diffusée par la GFIP. Donc, partenariat avec la GFIP, et c'est en expérimentation. Vous me disiez en préparant ce débat que vous aviez besoin d'entreprises, donc avis aux amateurs. Tout à fait, c'est une phase d'expérimentation, sachant qu'on part sur une démarche de conception universelle, c'est-à-dire qu'on co-conçoit la solution avec l'ensemble des utilisateurs, donc des personnels de la GFIP, des référents handicap. On a besoin d'entreprises pour nous aider à penser aux fonctionnalités et on travaille également avec l'ensemble des associations de personnes en situation de handicap pour nous aider à co-concevoir les fonctionnalités et leur accessibilité aussi. Ok, donc on pourra avoir cet outil quand vous avez un planning? Là, c'est en cours de déploiement sur des phases de test sur plusieurs régions et on espère un déploiement pour juin prochain, de l'année prochaine. Super. Baptiste, vous aussi, vous avez un projet IA avec la GFIP. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Merci pour la question. D'abord, je souhaitais revenir sur les outils d'IA, et notamment d'IA spécialisés qui participent donc de compenser certains handicaps. Les recherches scientifiques, depuis de longues années, cherchent par exemple à développer des outils d'IA qui permettraient à des personnes non-voyantes, malvoyantes, de mieux voir. Avec l'IA générative, on a des applications aujourd'hui qu'on voit potentiellement circuler, en expérimentation toujours, mais qui participent cette fois-ci de renforcer l'autonomie dans le déplacement, toujours pour les personnes qui sont non-voyantes, en l'occurrence avec son téléphone, de voir son environnement et un agent qui va l'interpréter pour dire des obstacles qui peuvent exister sur le chemin. En ce qui nous concerne, on travaille davantage non pas sur les logiques d'assistance, mais plutôt d'encapacitation. C'est-à-dire d'encapacitation, c'est-à-dire de redonner de la capacité d'agir. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important, notamment dans le travail. En l'occurrence, donc effectivement, avec le soutien de l'AGFIP, on travaille avec Matrice et le Nouvel Institut sur le développement d'une plateforme qui s'appelle 9-3/4. Et dans cette plateforme, outre de nombreuses fonctionnalités, qui repose par ailleurs sur des recherches scientifiques établies, on a développé un agent d'IA qui, lui, finalement, consiste donc à accompagner les utilisateurs finaux qui sont des personnes en retour à l'emploi ou en maintien en emploi après un arrêt long et qui vise à penser non pas le travail comme avant, puisque souvent on nous dit « j'aimerais revenir comme avant », et on se rend compte que c'est comme après. Ils ont perdu leurs repères et cet agent vise finalement non pas à donner des solutions sur le travail, encore moins sur la maladie, mais à poser des bonnes questions. Donc on a inversé la logique de l'agent conversationnel
dans l'idée finalement de prendre du recul sur son travail, à savoir quelles sont mes ressources aujourd'hui et quels sont éventuellement les aménagements raisonnables qui peuvent se penser à l'aune de mes questions et de mes réflexions sur mon travail. Et ce 9-3/4, il est prêt ? Il est en expérimentation devant plusieurs organisations, on peut en citer quelques-unes, EDF, Sanofi, SNCF, et en l'occurrence largement donc avancé, et on s'intéresse aussi à tous les critères d'inclusivité, forcément au-delà de cet agent qui est juste une brique sur cette plateforme, mais qui vise à faire que ce soit inclusif, et notamment des tests auprès de tous les publics. On va revenir aussi sur cette question d'inclusivité. J'aimerais qu'on zoome sur les solutions IA au service du recrutement et évidemment du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Nicolas Pineau, France Travail, utilise l'IA depuis bientôt 10 ans et plus de la moitié, je crois, des collaborateurs y ont recours. Comment vos outils contribuent à recruter et accompagner ces personnes ? Oui, c'est vrai, on a déployé l'IA sur France Travail depuis une dizaine d'années, mais je dirais que depuis quelques années avec l'IA générative, dont on a déjà beaucoup parlé, on voit bien que le paradigme change beaucoup. Et ce que l'IA générative apporte comme possibilité en inclusion, en accessibilité, chamboule pas mal les choses. Nous, il y a 2 ans, on a déployé en interne de France Travail notre chat GPT interne, qui est aujourd'hui utilisé de manière massive par les conseillères et conseillers de France Travail, avec l'objectif de leur faire gagner du temps dans leur activité. Et on voit bien que ce temps-là, qui est plus libéré, il peut être utilisé pour mieux accompagner les personnes, et évidemment les personnes en situation de handicap aussi. Mais on a aussi d'autres solutions qui sont plus spécifiquement faites pour accompagner nos conseillers et conseillers qui, face à des offres d'emploi parfois, et une personne en face d'elle, un demandeur d'emploi en situation de handicap, qui ne savent pas trop si l'offre d'emploi peut correspondre ou pas à cette situation de handicap. On a déployé un algorithme d'IA qui analyse l'offre et qui détecte si, par rapport à la chercheur d'emploi en face, si en effet cet emploi-là peut lui convenir. Donc il y a plein d'analyses qui sont faites, des choses qui peuvent être comme de la posture debout, des choses comme ça qui ne sont pas forcément annoncées dans l'offre, mais qui sont mises en évidence. Donc ça accompagne nos conseillères et conseillers dans cet accompagnement justement des chercheurs d'emploi en situation de handicap. Et vous avez, je crois, une team handicap. C'est elle qui a réfléchi à ça ? Exactement, c'est elle qui porte ça, qui a travaillé, qui a imaginé le produit, qui a travaillé sur les prompts, parce qu'on parle de prompts dans ce cas-là. Et on a testé et ça marche plutôt vraiment bien. C'est extrêmement intéressant. Alors on comprend le potentiel de ces outils, vous venez de le dire, mais il y a une étude extrêmement intéressante de la DARES, j'ai les références si ça vous intéresse, qui montre, écoutez bien, que les recruteurs ne font pas du tout confiance aux algorithmes, mais les suivent parfois aveuglément. Comment on évite cette paresse cognitive, Nicolas Pineau ? En fait, moi, je pense qu'il y a un paradoxe quand même actuellement, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que les chercheurs d'emploi utilisent l'IA pour créer leur CV, leur lettre de motivation. Et j'ai l'impression que de plus en plus d'entreprises ne font plus confiance aux lettres qu'ils reçoivent. Il y a un gros doute par rapport à ça. Oui. Donc ça chamboule aussi tout. C'est-à-dire, comme tu dis, les entreprises sont à fond sur l'IA. Mais quand elles reçoivent des CV de motivation dont elles savent qu'elles sont faites avec l'IA, il y a tout un doute qui est émis quand même. Donc c'est décrédibilisé. Je pense que ça commence à arriver. Moi, j'entends les entreprises qui disent « mais moi, les lettres de motivation, je ne les lis même plus ». C'est quand même un changement important. Oui, et puis au-delà de ça, aussi, je pense, mais on en parlera tout à l'heure un peu quand on parlera des biais, des choses comme ça, c'est que replacer l'humain au centre et donc que l'IA ne fasse pas le choix à la place de l'humain, c'est aussi un moyen de rendre confiance en l'IA qu'on peut utiliser. Ouais. Là, on voit dans ce cas-là que l'IA remplace l'humain, clairement. Donc, moi, c'est vrai que je suis interpellée beaucoup par de nombreuses organisations qui, quand elles développent leur stratégie IA, placent l'humain au centre. Mais au-delà du déclaratif, l'IA décale l'humain aussi, parfois, du centre, en étant tout à fait honnête. Ce n'était que mon avis. Alors, l'IA peut être aussi très puissante pour épauler les référents handicap. Vous épaulez. Amélie Gauthier, tu accompagnes les collaborateurs qui rencontrent des difficultés de santé, qu'elles soient reconnues, que ces personnes soient reconnues ou pas en situation de handicap. Comment l'IA peut t'aider très concrètement dans tes responsabilités au quotidien ?
Alors bonjour à tous. Donc oui, l'IA entre de plus en plus effectivement dans nos organisations. En tant que référente handicap, très souvent on manque de temps, on veut aller vite, mais être efficace sur l'accompagnement des collaborateurs. Comme je dis souvent dans ma structure, je ne suis pas Wikipédia, je fais du mieux que je peux, mais je n'ai pas connaissance et réponse malheureusement à tout. Donc l'idée c'est aussi de s'appuyer sur les outils et notamment l'IA pour tout ce qui peut être nouvelles technologies notamment. Je vois nous dans notre secteur des services à la personne, on commence à tester pour du maintien dans l'emploi, par exemple, tout ce qui peut être exosquelette. Il y a quelques années, quand j'ai débuté, il n'y avait pas forcément ces outils-là à disposition des collaborateurs pour tenter en tout cas de maintenir dans et vers l'emploi au regard des situations que peuvent rencontrer nos collaborateurs. Donc l'idée, c'est vraiment de se servir en tant que référent handicap. Très souvent, c'est une fonction parmi d'autres. Donc de gagner en efficacité, de s'assurer en tout cas qu'on verrouille bien le process et l'accompagnement pour le bien-être des collaborateurs. Tu disais aussi, on a le temps de développer, n'hésitez pas. Tu disais aussi que c'était aussi pour vérifier tes idées. Oui, parce qu'effectivement, sur certaines situations, on peut penser en tout cas avoir verrouillé la reprise, verrouillé l'intégration et de se dire qu'on a pensé à tout. Et parfois, on se dit questionner l'IA sur notre manière de faire peut permettre aussi de se dire non, peut-être qu'il y a une étape auquel je n'aurais pas pensé, ou effectivement s'assurer en tout cas de la sécurisation de la reprise du collaborateur. Donc, recherche sur des adaptations techniques, évolution technologique. Actuellement, tu participes à une expérimentation développée au sein du réseau handicap de l'AGFIP Pays de la Loire. Elle est extrêmement intéressante. On avait envie de la partager avec vous. Raconte-nous déjà le contexte de cette expérimentation. Alors oui, en tant que référente handicap, je participe aux rencontres du réseau des référents handicap animées par l'AGFIP. Vous en avez dans toutes les délégations régionales. Donc s'il y a des référents, en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire à ces rencontres. Elles sont extrêmement riches. Et moi, j'ai la chance effectivement de participer à celle en région Pays de la Loire, animée et mise en place par Aline Pousse et Damien Goujon, que je remercie. Et effectivement, il y a 2 ans, je me suis portée volontaire pour participer, en tout cas, à une rencontre entre pairs sur le maintien dans l'emploi, puisque lors de ces rencontres, on peut travailler des sujets qui nous intéressent et dont on a besoin, en tout cas, dans nos organisations. Et donc, sur le maintien dans l'emploi, l'idée au démarrage, c'était d'outiller les référents avec une checklist des étapes quand on accompagne un collaborateur pour être sûr de ne rien oublier. Également, de créer quelque part un guide avec des fiches pratiques sur tous les dispositifs qui existent, puisqu'ils sont nombreux. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire gagner du temps aux référents, de pouvoir, en tout cas, les accompagner et les outiller. Et puis, au cours de ces réflexions et de ces travaux, dans nos organisations, a commencé à émerger l'IA, puisqu'on est de plus en plus de référents à avoir au sein de nos entreprises, des DSI qui développent l'intelligence artificielle en interne sur des réseaux vraiment professionnels. Donc là, on s'est dit, pourquoi pas avoir un assistant IA pour le référent handicap. Donc complètement du sur-mesure. Tout à fait. L'idée, c'était vraiment en fait de créer un assistant du référent handicap, mais sur la notion notamment de maintien dans l'emploi, de se servir notamment de toutes les ressources de la AGFIP et de ce que nous avions créé avec mon groupe de travail maintien dans l'emploi région Pays de la Loire, et de pouvoir créer effectivement notre propre interface et notre propre prompt. Un propre prompt sous Gemini, c'est ce que vous avez décidé. Alors en fait, effectivement, dans mon groupe de travail de référent handicap, on n'avait pas tout effectivement l'IA ou l'accès à un compte professionnel sécurisé. Une de mes homologues avait par exemple un autre IA copilote et moi effectivement Gemini du fait de nos outils Google. Donc l'idée c'était de tester 2 versions, copilote et Gemini, et de pouvoir créer, rédiger un prompt et de proposer en tout cas une IA maintien dans l'emploi spécifique pour le référent handicap. Et merci parce que tu nous partages ce prompt. Je sais que c'est écrit en petit, mais regardez bien, c'est un prompt. C'est-à-dire, d'habitude, on dit ChatGPT, dis-moi combien fait, etc. Là, c'est le prompt du groupe. N'hésitez pas à le prendre en photo, effectivement. Moi, j'adore parce que vous avez pensé absolument presque à tout. Tu peux le commenter. L'idée, c'était vraiment de tester les choses. C'est-à-dire qu'avec ce groupe de travail de pairs référents handicap, on a rédigé
effectivement ce prompt avec un contexte, avec des situations, avec où aller chercher l'information, un peu comme un enfant avec qui on met des règles. Oui, j'adore. Tu ne dois pas inventer d'informations. C'est ça. On a dit à l'IA de ne pas inventer, de ne pas aller extrapoler, de ne pas aller chercher de l'information dans la sphère qui peut exister, mais bien de se référencer aux documents que nous lui avions imposés, puisqu'on peut, quand on crée un IA, quand on crée notamment sous Gemini un GEM, on peut insérer des documents et une base documentaire pour imposer à l'IA d'aller uniquement chercher les ressources dans cette base documentaire, notamment vérifiée. Et donc, effectivement, on doit indiquer lors de ce prompt ce que l'IA doit ou ne doit pas présenter ou aller faire. Et on lui a bien effectivement spécifié qu'elle doit garder l'humain au cœur de sa réflexion et bien se servir en tout cas des outils qu'on met à sa disposition et qu'on peut bien sûr changer et évoluer. Quand tu dis, on lui dit de mettre l'humain au cœur de ses décisions, l'outil comprend ça ? C'est un peu philosophique quand même. Oui, en fait, ce qu'on veut vraiment prendre en compte, vu que c'est un outil de maintien dans l'emploi, on veut bien qu'effectivement, dans les étapes qu'il va donner au référent handicap, il n'oublie pas de citer, de bien demander par exemple l'accord du collaborateur avant toute communication, avant toute action par exemple. Donc vraiment, on veut que dans ses réflexions et dans ses pratiques qu'il va en tout cas distiller au référent handicap, qu'il ne perde pas de vue effectivement qu'on est de 100% sur de l'humain et que c'est vraiment cette prise en compte qui va faire en tout cas du maintien une réussite derrière. Super. C'est en expérimentation ? Alors oui, on l'a expérimenté chacune en tout cas en interne sur notre propre poste. On a eu aussi lors de la 31e rencontre du réseau des référents handicap Pays de la Loire, on a pu en tout cas la partager à nos groupes de pairs, aux référents handicap qui étaient présents. Ça a été plutôt bien accueilli, je pense que Aline Pousse et Damien pourront confirmer, mais ça a été en tout cas plutôt bien accueilli et effectivement ils ont trouvé ça chouette de pouvoir se servir de l'IA de cette manière-là, puisque très souvent l'IA peut faire peur et donc l'idée c'était vraiment de rassurer et de montrer l'efficacité dans notre quotidien et notamment le maintien qui n'est pas quelque chose facile pour un référent handicap. Et d'autres référents handicap peuvent en saisir à la fin ? Comment ça se passe ? Alors l'objectif, oui, c'est vraiment de partager ce prompt. Alors bien sûr, il est tout à fait perfectible. C'est pas parce qu'on a créé effectivement quelque chose qu'il ne peut pas être amélioré, bien au contraire. Mais l'idée, c'était vraiment de le partager aux référents et de pouvoir monter en compétences et l'améliorer en fonction effectivement des situations qu'on peut être amené à rencontrer. Merci pour ce partage. Messieurs, vous avez un commentaire là-dessus ? Nicolas ? J'allais dire que j'aime beaucoup ce genre de moment, parce que ça permet de croiser des personnes et des initiatives hyper intéressantes et inspirantes. Et je pense qu'on va être amené à en parler ensemble. Avec plaisir. Une super rencontre en direct, mesdames, messieurs. Sur ce prompt, parce qu'il y a quand même du boulot derrière un prompt, avec des limites. Benjamin, Baptiste, commentaire ? Je ne voudrais pas spoiler la suite sur la question des biais. Néanmoins, on voit ici le niveau de précision attendu et le minimum en fait, requis pour avoir un outil qui va éviter justement tout biais. On y reviendra plus tard. Ben oui, parce que dès qu'on déploie ce type d'outil, la question des limites, évidemment, apparaît, les biais, les limites éthiques, la protection aussi des données, parce que l'IA peut fermer des portes sans qu'on s'en rende compte, avec des biais, justement, qui orientent l'algorithme. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actu hier, le ministre de l'Éducation nationale a saisi le procureur de la République pour les biais de TikTok, qui donc pousserait au suicide nos jeunes. Baptiste, vous pouvez nous expliquer d'une manière très simple qu'est-ce qu'un biais et est-ce qu'on peut y échapper au biais ? Je vais essayer. Pas question évidente. Néanmoins, quand on s'interroge sur le biais, il y a plusieurs définitions possibles. Nous, on va s'intéresser ici particulièrement au biais statistique, puisque l'intelligence artificielle, par essence, est statistique et probabiliste. Le biais statistique, très simplement, c'est le fait de mal représenter des populations, soit dans les données d'entrée, qui visent à nourrir les algorithmes ou l'intelligence artificielle, soit dans les données de sortie. En fait, en réalité, souvent, dans les deux. Donc, ça veut dire que
on programme un algorithme avec l'a priori de la personne qui l'a programmé, c'est bien ça ? Ouais, je vais donner un exemple concret, ça sera peut-être un peu plus parlant. Imaginons donc vous utilisez un agent conversationnel, Copilot, Gemini, GPT, qu'importe, et vous lui demandez simplement dans le prompt, j'aimerais que tu me représentes une image d'un neurochirurgien. Là, la réponse qu'il va y avoir forcément, ça va être une image d'un homme blanc, dit valide, enfin bon, une représentation, alors quelque part statistiquement, qui s'appuiera sur une certaine logique, qui est qu'on va retrouver davantage cette population à ce métier-là. Mais ce que ça nous laisse comprendre et entendre, c'est qu'il y a tout un ensemble de profils qui sont mis de côté en raison de croyances ou de discrimination sociale et culturelle. La question du biais dans les IA, il faut savoir que c'est dans le langage aussi, c'est la limite finalement de nos croyances et comment elles s'incarnent dans les institutions. Donc là, on est vraiment sur la fenêtre sociologique du biais. Néanmoins, c'est vraiment important de considérer, d'identifier systématiquement, quand on parle notamment à un outil d'IA, les biais qu'on peut lui donner ou les biais qui sont inscrits dans ses réponses. J'ai un autre biais, moi, qui me vient en tête dans le domaine de la santé, qui est le syndrome méditerranéen. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est-à-dire que ce syndrome qui fait que quand on programme, les algorithmes considèrent, parce qu'il y a divers, je ne sais quoi, sources, que les personnes qui sont racialisées, etc., se plaignent plus que les autres, seraient plus sensibles à la douleur, et donc dans les outils de diagnostic, ces biais peuvent être extrêmement dangereux. On l'a vu d'ailleurs il y a quelques années aux urgences, puisque 2 personnes justement sont mortes parce qu'on ne les a pas prises au sérieux dans les biais. N'hésitez pas à ajouter d'autres biais possibles, donc c'est extrêmement... Mais finalement, on ne peut pas éviter les biais. A priori, non. Ils sont en réalité partout, ce qui participe vraiment des logiques, comme je disais, des croyances sociales et culturelles. Néanmoins, on a des outils et des moyens pour débiaiser. Justement, Benjamin, on peut déprogrammer les biais. Est-ce qu'on peut mettre aussi des métriques d'éthique ? Donc en fait, on vient contrecarrer. Oui, on peut, mais alors pas totalement. Là où je rejoins Baptiste, c'est que les biais, on les aura toujours. Nous, c'est ce qu'on défend dans la logique de conception universelle. Conception universelle, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un bien grand mot, mais ça peut tout et rien dire. La logique, c'est plus on va prendre de parties prenantes pour concevoir, si on parle de l'IA, un prompt pour réfléchir justement à comment je vais le formuler, comment je vais positionner mon prompt pour qu'il m'amène une réponse. Plus il y a de parties prenantes qui vont avoir une pluralité de vision et une pluralité de besoins, pas forcément avoir une étiquette handicap, mais des attentes et des besoins, on en a tous et toutes, plus on va pouvoir tenter de réduire ce risque de biais. Il y aura toujours le risque, c'est un fait. Par contre, tout dépend de la démarche initiale qu'on a quand on conçoit ces solutions-là, que ce soit de l'IA ou même une utilisation globale d'un service, même de produits, une poêle, c'est toujours pareil, c'est la même chose. Donc plus on est nombreux finalement et dans une diversité, et plus moins on a de biais. C'est à peu près ça. Amélie, dans le cadre de cette expérimentation qu'on a vue, comment toi tu as abordé les biais et la confidentialité et aussi la conformité à la réglementation ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, avec mon groupe de travail, on s'est préoccupé des biais et notamment effectivement des risques qu'il pouvait y avoir. C'est aussi pour ça que notre prompt est aussi détaillé et donne autant d'éléments à l'IA pour éviter, en tout cas pour tenter de limiter les dérives. Mais effectivement, l'idée c'est bien en tout cas de sécuriser, c'est-à-dire que dès lors qu'un référent handicap pourrait utiliser un prompt ou un outil IA dans sa structure, bien vérifier effectivement qu'il soit validé par leur DSI et être sûr effectivement que ce soit en tout cas un outil sécurisé. On préconise aussi de faire preuve de neutralité, en tout cas quand on interroge, parce que l'objectif demain c'est qu'un référent handicap puisse poser en tout cas à l'IA sa question en disant voilà, j'intègre une personne en retour d'emploi suite à un AVC, donne-moi des conseils ou une méthodologie ou des éléments en tout cas à appliquer. Donc effectivement la neutralité est importante. L'idée aussi, c'est de ne pas...
le référent handicap doit rester en tout cas maître de l'accompagnement et donc bien avoir le côté humain au cœur de cet accompagnement, et l'IA doit vraiment juste être un soutien par rapport aux outils, aux pratiques et notamment à tous les dispositifs qui peuvent exister. Donc ce principe de neutralité et de confidentialité est importante et de sécurisation en tout cas au sein des organisations. Oui, parce que tu alimentes l'IA avec des données de santé. Ça, c'est super important quand même. Et des données de santé qui peuvent être réutilisées. Donc, pas de nom, on est bien d'accord ? Non, l'idée c'est vraiment dans le prompt en tout cas qu'on a rédigé, dans l'outil qu'on propose demain aux référents handicap, c'est effectivement de ne pas nommer les personnes, de rester vraiment le plus neutre possible, puisque ce qui nous intéresse c'est plutôt effectivement de s'assurer de n'avoir loupé aucune étape dans le process d'intégration, de maintien, les dispositifs de droit commun qu'on peut proposer et mobiliser, donc vraiment rester le plus neutre possible. Et après il revient, et l'IA ne changera pas ça, le point en one-to-one du référent handicap avec le collaborateur est de toute façon essentiel. Ouais, merci de le rappeler. Je voudrais qu'on parle éthique maintenant avec vous, Nicolas Pinault. France Travail s'est doté d'une charte éthique, de plusieurs instances spécialisées sur la question. Comment leurs travaux alimentent justement votre système IA ? Alors, juste avant de répondre à cette question, je rebondis sur l'échange qu'on a eu sur les biais, parce que la réflexion que j'ai aujourd'hui, c'est que la plupart des grands acteurs aujourd'hui sur le marché, quand on parle de génératif, sont américains. Absolument. En ces périodes de troubles un peu géopolitiques actuelles, ça peut interpeller, ça peut poser question. Et aujourd'hui, on a un acteur européen, français, Mistral, je pense sur lequel il faut qu'on commence à miser, plus en tout cas nous, France Travail, j'en parlerai tout à l'heure, on mise beaucoup sur aujourd'hui. Donc ça veut dire on privilégie Mistral ? Alors nous, France Travail, on a passé un accord avec Mistral il y a un peu plus d'1 an. Donc tous nos IA génératifs sont des IA proposés par Mistral. On travaille vraiment avec eux sur des cas d'usage précis. Parce qu'il faut préciser que leurs données sont hébergées en Europe. Alors, on utilise les modèles Mistral, mais les données sont chez nous. Le reste à France Travail, dans nos data center. Dans le data center, donc vous maîtrisez les données. Vous ne sembliez pas tout à fait d'accord sur l'hébergement des données de Mistral ? Oui, après la plupart des infrastructures data center justement se trouvent aux États-Unis aujourd'hui. Il y en a quelques-uns en Europe, de plus en plus en France. En tout cas, il y a des initiatives qui sont faites, mais la solution, elle se trouve là. Je rejoins ce que vous avez dit, de créer un système interne sécurisé, dans l'idéal dans ses propres serveurs. Alors, ça réduit les capacités de calcul, de performance. En fait, il y a toujours une balance entre éthique et performance. Tous les choix qu'on fait qui visent à contraindre finalement ces outils dans leur logique quelque part de performance, vont nous amener à... Voilà. Donc il y a toujours un choix à faire, des arbitrages sur comment on les développe. Mais pour le choix de Mistral, on fait pareil sur 9.3 aussi. Ça me semble important en tout cas de le préciser, donc je rejoins ce qui a été dit. Ouais, bien sûr. Je vous laisse répondre sur la question de l'éthique. Donc sur la question éthique, en effet, on s'est doté, France Travail, d'une charte pour un usage de l'IA éthique, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui est disponible sur francetravail.org, sur lequel vous n'êtes probablement jamais allé, mais non. Je vous invite à y aller quand même. Cette charte est déclinée en 7 points. Il y a des notions de finalité de l'algorithme, de l'humain au centre, dont on a déjà beaucoup parlé là, d'explicabilité, d'impact environnemental. Voilà, en tout cas, cette charte, nous, quand on conçoit des solutions d'IA, elle nous guide vraiment. C'est vraiment notre boussole. Et ce n'est pas un vain mot, c'est pas creux ce que je dis, c'est vraiment c'est réel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lance une initiative d'IA, qu'on imagine un produit d'IA, on le passe à l'aune de cette charte. On a un comité produit IA et on vérifie bien que cette initiative est conforme à nos engagements. Voilà. Et on fait ça de manière assez souvent. Okay. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous guide vraiment. Et donc, les référents handicap ou les personnes en situation de handicap sont dans ces instances ? Alors, elles ne sont pas forcément dans ces instances-là, mais elles apparaissent quand même, elles sont quand même présentes dans d'autres moments clés. Notamment, tous nos produits aussi, évidemment, on les présente aux représentants du personnel de France Travail ou aux différentes instances comme ça. Donc, à ce moment-là, évidemment, il peut y avoir ces sujets-là qui sont évoqués. Mais on a aussi, à France Travail, une équipe dont le travail est de s'assurer que les produits qu'on délivre soient conformes pour un usage par des personnes en situation de handicap, que ce soit nos propres qu'on conseille à nous et les chercheurs d'emploi. Mais quand on parle d'usage, ça va aussi plus loin que ça. C'est-à-dire que aussi, donc on est en train de travailler avec cette équipe-là
pour qu'elle soit acculturée aux ambitions de l'IA, aux possibilités, aux contraintes et aux biais. Voilà. Et ça ne vous semble pas intéressant qu'elles participent à ces instances éthiques, ces personnes en situation de handicap, bien sûr et à que travers si. aussi Oui. les En référents fait, on handicap a un comité éthique externe aujourd'hui, donc des représentants de la société civile qui interviennent. Donc voilà, je pense qu'en effet, ça pourrait être intéressant qu'il y ait des personnes plus spécialisées sur le handicap. Ouais, on parle de la sécurité des données. Nicolas Pineau, ici, on se dit tout. On dit aussi ce qu'a dit la Cour des comptes, qui a publié en janvier dernier un rapport sur l'usage de l'intelligence artificielle au sein de France Travail. Elle pointe des risques élevés en matière de données personnelles, de transparence et de biais. C'est la Cour des comptes qui l'écrit. Comment garantir la confidentialité et la sécurité des données pour les personnes en situation de handicap, et je pense aussi aux personnes ayant des déficiences intellectuelles qui ne peuvent pas toujours donner un consentement éclairé. Oui, c'est une bonne question. Enfin, vous l'avez vu, vous avez suivi l'actualité. France Travail, comme d'autres grandes entreprises, ou peut-être même moins grandes, se fait attaquer aujourd'hui. On subit toutes et tous des attaques massives en ce moment. Et donc, on a une fuite de données qu'on a pris extrêmement au sérieux. La Cour des comptes, avec laquelle on a passé beaucoup de temps à relever ces points, bon, malgré tout, le rapport est plutôt bon au final. Oui, il est très voilà. bon. Mais voilà, donc pour répondre à la question, on l'a un peu abordé tout à l'heure. Nous, le sujet, c'est que la souveraineté de nos données, enfin, de nos algorithmes d'IA, c'est extrêmement important. Donc, on a parlé de Mistral. On a parlé des capacités qu'on a en interne à héberger nos propres données. Donc, on sécurise ça et on le fait avec une très grande vigilance. Et puis, l'IA générative, ça ouvre des champs, on l'a dit, ça bouscule pas mal de choses. Et aujourd'hui, les agents avec qui on parle nous permettent, en tant qu'utilisateurs, de dire plein de choses qu'on n'était pas forcément amené à dire quand on avait un formulaire à remplir très précis, où on devait saisir une date, et d'autres choses comme ça. Là, on laisse la possibilité de dire plein de choses, et potentiellement des choses qui relèvent de la situation très perso. On peut parler de maladie, tout un tas de choses comme ça. Donc nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui. On n'a pas encore de solution très précise, parce que tout ça évolue très vite. Mais les questions qu'on se pose, c'est quand on a un agent conversationnel et qu'une personne parle, si elle nous dit des choses très personnelles qui relèvent de son handicap ou de santé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met fin à cette conversation? Est-ce qu'on la guide? Est-ce qu'on lui dit rien et on ne stocke aucune information derrière? Enfin, toutes ces questions-là, on se les pose, ce sont des questions extrêmement importantes. Donc on commence à mettre des choses en place aujourd'hui. Mais voilà, c'est quoi votre parti pris par rapport à ces questions? Alors, et n'hésitez pas, messieurs, à intervenir. Ça dépend beaucoup de ce que la personne dit en face. On a, nous, des situations que vivent les personnes qui sont parfois assez critiques, et ils peuvent nous envoyer des informations vraiment d'urgence et d'alerte. Et donc ces moments-là, donc on a des analyses automatiques qui relèvent une alerte très vite pour qu'on puisse appeler après les secours ou d'autres choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on traite déjà. Voilà. Mais après, il y a d'autres situations, voilà, quand on révèle des maladies ou des situations de handicap, qu'est-ce qu'on fait, quoi, voilà. Donc c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui. Ouais, Benjamin, Baptiste, sur ces questions essentielles quand même, et de sécurité. Alors, moi, il y a deux choses, en fait, sur la question de la donnée de santé, hein, parce que quand on parle, on donne des informations personnelles. Je pense que déjà mettre une base avec un hébergement de données en interne, avec un data center en interne, est déjà une première étape de sécurité, même si tout le monde n'est pas aujourd'hui informaticien, et de nos organisations, et nous on le voit bien, on est contacté par des collectivités qui n'ont pas des DSI aussi poussés, donc c'est voir comment on accompagne aujourd'hui ce changement. Et j'aimerais rebondir sur un autre sujet sur lequel tu as parlé tout à l'heure. C'est aussi une question d'accessibilité, parce qu'on parle beaucoup d'IA, mais en fait tout le monde, il y a la fracture numérique, tout le monde ne sait pas l'utiliser. Et lorsqu'on définit des prompts ou des usages, il faut aussi penser à la personne qui va l'utiliser à la fin. Et on parle de communication alternative, on parle de manière de l'utiliser, mais il faut aussi penser que des fois, en générant des IA, on se dit ça va faciliter au final l'usage numérique. Non, on peut générer des freins, des exclusions supplémentaires, et il faut encore garder en tête que le référent handicap, ou en tout cas une personne humaine, doit des fois aussi être à côté pour guider dans l'utilisation de ces IA génératives qu'on déploie à tout va, parce que tout s'accélère et qu'on va très vite et qu'on veut tous aller très vite. Oui, il y a pléthore toi, tu le vois dans la Handitech, hein, il y a pléthore d'offres et de solutions. Oui, nous on a beaucoup de solutions qui nous contactent toutes les semaines pour dire « Ah, j'ai inventé l'idée du siècle, c'est super, ok ». Mais quand on creuse un petit peu, parce qu'on en est amené à devoir faire ça aujourd'hui, il y a 10 ans c'était
un autre sujet. Aujourd'hui, on doit creuser et voir ces offreurs de solutions, voir qu'est-ce qu'ils proposent. Parce que des fois, c'est juste du chat GPT fait en coin de table d'un café, dans une démarche totalement validiste, donc sans avoir pris en compte les personnes qui vont l'utiliser, et on balance ça, et là, la donnée, elle s'enfuit, hein, elle est utilisée à tout va, et la solution n'est pas utile en soi. Voilà. Donc, d'où l'importance de mettre des garde-fous, des démarches d'éthique, des comités d'éthique qui sont, en tout cas, nous, on défend beaucoup cette idée-là au sein même des offreurs de solutions. Oui, de rester quand même dans l'humain à un moment donné. Tout à l'heure, on parlait de ces applis et ces solutions qui sont plus validistes. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour favoriser l'inclusion dans le monde du travail des personnes en situation de handicap et qui peuvent intéresser les référents handicap, où on est encore à zéro là-dessus? C'est pour toi. Merci pour le ballon. Oui, parce que je sais qu'il en existe très peu. J'attire juste l'attention là-dessus. Hein. C'est compliqué. Aujourd'hui, il y a des solutions. Alors, on a beaucoup de solutions qui nous sont présentées, qui sont, ce que je leur dis souvent, des solutions de silo. C'est-à-dire qu'on pense à un type de handicap pour l'accès à l'emploi, ce qui fait que la personne qui va être référente handicap ou qui va devoir accompagner, elle se retrouve dans une solution où elle a une pluralité de solutions à déployer ou d'outils, ce qui est complexe. Après, il y a des vraies innovations. Nous, on a plus entre 600 et 700 solutions qui sont aujourd'hui référencées françaises, j'entends, hein, qui font de l'innovation et qui utilisent aux 3/4 maintenant de l'IA dans leurs usages. On a une solution qu'on a découvert récemment qui s'appelle Bulma Solution. Qui s'appelle, pardon ? Bulma Solution. Bulma Solution. C'est un petit robot qui est alimenté avec de l'IA et qui travaille notamment sur la communication en CA, donc alternative, pour aider justement la facilité dans la prise de poste et comment nous communiquer avec ses collègues de travail. C'est extrêmement intéressant de voir un peu aujourd'hui ce qui se développe. Dans la limite de mes connaissances, aujourd'hui, on n'a pas trouvé une solution universelle et c'est extrêmement compliqué d'arriver sur une solution universelle. Sans aller vers la solution universelle, au moins de développer l'inclusion. Mais tout le monde y travaille. Il faut avoir aussi en tête qu'on travaille avec le monde de la recherche. Hein. On a un monde de la recherche qui est très développé. On a la chance d'avoir un écosystème très riche sur ces sujets-là. Donc, on travaille avec eux sur créer des synergies, des ponts et faciliter la communication entre chercheurs et créateurs de solutions, pour amener des solutions réellement utilisables. Baptiste, n'hésite pas, puisque tu es dans le monde de la recherche, n'hésite pas à intervenir. Alors, les outils existent, on l'a vu, les risques existent aussi, on vient de le voir, mais tout ça, ça ne sert à rien si vous, les acteurs terrain, à commencer par les référents handicap, vous n'êtes pas en mesure de vous emparer de tout cela. Amélie, avant de participer à l'initiative que tu nous as présentée, est-ce que tu avais été formée à l'IA ? Alors, formée à proprement parler, non. Comme tous les référents handicap, et ça leur fera écho, souvent on apprend un peu sur le tas. Mais effectivement, moi j'ai la chance dans mon organisation d'avoir une DSI qui avait pris le sujet et effectivement avec un outil de Gemini qui nous avait été en tout cas présenté et proposé en tout cas comme utilisation, puisque effectivement les pratiques professionnelles évoluent et l'utilisation de l'IA est de plus en plus en tout cas faite. Donc l'idée c'était vraiment de sécuriser les choses. Pour moi la formation est essentielle. Et c'est pour ça que, également, j'en reviens, désolée, mais c'est important, à mon groupe de travail, effectivement, dans le réseau des référents handicap Pays de la Loire, quand on a présenté ce prompt et cette IA assistant maintien dans l'emploi, on a également fait des vidéos tutos pour, effectivement, guider les référents handicap. On leur a également rédigé des éléments pour vraiment structurer, pour vraiment cadrer et sécuriser les choses. La formation est importante, surtout quand il y a un nouvel outil comme l'IA. Ça sécurise en tout cas, et ça devrait être la formation en tout cas de tous au sein des organisations. Oui, et de tout le monde, absolument. Benjamin, selon toi, quelles compétences le référent handicap doit absolument développer dans cette aventure IA ? Alors, il y a plusieurs compétences. Hein. Il y a déjà la génération des prompts, qui est un vrai sujet. Apprendre à prompter. Apprendre à prompter. Okay. C'est une compétence qu'il faut aujourd'hui qu'on puisse développer. Apprendre à utiliser et à sélectionner les IA en fonction aussi du réel besoin. Il y a du Gemini qui fonctionne très bien, il y a d'autres solutions qui fonctionnent, c'est comment on va les identifier. Je pense qu'il y a aussi des compétences sur la démarche d'éthique,
Parce que lorsqu'on est référent handicap au sein de son organisation, comment on peut mettre en place, si son organisation l'a pas, cette démarche d'éthique notamment, et puis aussi comment on source des solutions aujourd'hui dans le quotidien, comment on peut trouver des solutions qui peuvent répondre à un besoin. Donc il y a une panoplie de formations qui peuvent être déployées et on essaie d'y participer de notre côté. Ouais, Baptiste, de votre côté aussi, vous participez aussi à des formations. Là encore, quelles compétences pour toi la plus importante? Oui, tout à fait. Je rajouterai parmi celles qui ont été citées déjà, et je le rejoins, une capacité peut-être qui est un peu mise de côté. Mais quand on est confronté donc, au prompt, typiquement, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut donner beaucoup de contexte, être très précis, s'interroger. Là, je rejoins ce que vous avez dit côté France Travail, c'est extrêmement important. Et pour ça, il faut développer une compétence qui est celle de la réflexivité. C'est-à-dire prendre de la distance avec son activité pour mettre en contexte le besoin et pouvoir le fournir à l'outil. Ce que les développeurs appellent en somme le canard en plastique, c'est un peu l'idée que canard en plastique. Le C'est-à-dire canard on parle en à un plastique. canard en plastique et ça va nous donner finalement la réponse quand on pose la question. Et c'est ce qu'on peut voir aussi quand on interroge les personnes qui l'utilisent dans différentes organisations. Ils se disent, mais parfois je pose une question et je me rends compte, justement en cherchant vraiment à préciser le contexte, que la solution n'est pas loin. Alors ça fournit toujours des éléments qui sont intéressants à adopter, mais cette capacité à prendre du recul, à vraiment finalement adopter une position un peu méta pour se regarder et savoir mais quel est mon besoin et comment je vais interroger l'outil. Au-delà donc de toutes les compétences effectivement associées à l'éthique, la technique de prompt qu'on a vu aussi. Nicolas, sur la formation à l'IA? Alors oui, nous, c'est quelque chose qu'on prend vraiment au sérieux. On a un département entier à France Travail qui s'occupe d'accompagner et de former aussi bien nos conseillers que les demandeurs d'emploi à utiliser l'IA. Et je rejoins ce qui a été dit. En fait, aujourd'hui, ça bouge tellement vite, on le voit bien, que savoir faire un prompt aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, ça aura tellement évolué qu'il faut réapprendre à nouveau. Enfin, là, on est face à un défi devant nous assez énorme, assez dingue. Ouais, assez énorme. Allez, il est temps de prendre vos questions. On peut allumer un tout petit peu la salle. N'hésitez pas, toutes les questions sont bonnes, évidemment. On va vous tendre un micro pour qu'on puisse bien les suivre. Est-ce que vous avez été vous-même confronté à des situations aussi d'éthique, de limite? Bonjour monsieur, je vais vous laisser vous présenter et poser votre question. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ahmed, je travaille pour un organisme de formation qui est spécialisé dans la diversité et l'inclusion. Nous, aujourd'hui, on est en train, depuis un certain temps, d'utiliser l'intelligence artificielle comme moyen d'innovation pédagogique pour aller sur ces sujets-là. Ma question, elle est simple. On a parlé tout à l'heure de la fracture numérique. On est aujourd'hui sur des prompts. Il y a 1 an et demi, l'IA, c'était encore quelque chose d'un petit peu flou pour la majorité des Français et encore plus pour les entreprises. Est-ce que vous pensez que demain, les entreprises sont prêtes sur des sujets de diversité qui sont émotionnels, qui sont en tout cas touchy, à être formées justement par ces moyens-là, d'avoir en face un agent artificiel qui peut pouvoir mettre dans des situations qui sont impossibles à reproduire, du style un retour, on l'a évoqué tout à l'heure, d'une personne sur une longue maladie. Comment, en tant que manager, en tant que responsable handicap, je gère ces échanges-là? Je ne peux pas m'entraîner chez moi à le faire. Est-ce que vous pensez que demain, les entreprises sont prêtes à aller sur ce terrain-là? Merci pour votre question. Amélie, est-ce que WeCare est prêt? Oui. Bon. Oui, effectivement, nous, ça fait déjà plus d'1 an effectivement, que notre service DSI nous a sécurisé un IA en interne, puisque les pratiques professionnelles évoluent et il a été fait le constat que de plus en plus effectivement, de professionnels l'utilisent. Donc l'idée, c'était vraiment avant tout de sécuriser en interne, avec des réseaux, avec un outil spécifique pour être sûr effectivement qu'il n'y ait pas de fuite ou de travers. Oui, les entreprises utilisent. Moi-même, en tant que référente handicap, j'utilise l'IA et c'est aussi l'objectif demain, puisque moi, j'essaye de former des référents handicap en interne. L'idée, c'est aussi de pouvoir leur apporter un outil clé en main, sécurisé, qui vont leur permettre de gagner en efficacité, justement, d'accompagnement. Et ça me fait le parallèle, puisque j'ai aussi la casquette de référente handicap OF et CFA. Et donc, également, cet accompagnement auprès de mes responsables pédagogiques, de mes coordos et de mes formateurs. Et donc, effectivement, faire de l'IA demain un outil qui va nous permettre, en tout cas, d'accompagner mieux et d'être plus efficace, en tout cas dans la sécurisation notamment des parcours à la fois professionnels et en entreprise. Benjamin, tu veux compléter?
Oui, sur la question du parcours de formation, hein, aujourd'hui, il y a deux tendances, hein. Les apprenants sont au final assez connectés et utilisateurs de ces solutions de plus en plus. Peut-être que les formateurs, moi je suis un ancien chef d'établissement, donc j'avais des enseignants qui n'aimaient pas l'IA et qui ne voulaient pas en entendre parler. Néanmoins, de facto, en fait, on va être amené à apporter ce changement. Après, il faudra qu'ils soient accompagnés et formés. Et ça, c'est un vrai sujet majeur d'accompagnement. Oui, Voilà. absolument. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis Gilles Tellel, je suis président d'une fédération de la CFE-CGC et je suis aussi référent handicap dans mon entreprise. Et je suis aussi référent pour la CFE-CGC au niveau national, référent handicap. J'avais une question pour vous, parce que l'utilisation en fait, de l'intelligence artificielle peut mettre en difficulté les référents handicap, notamment en matière de RGPD. Vous avez cité les risques et les biais qui peuvent exister. Est-ce que vous faites des recommandations? Quelles recommandations vous faites en fait aux employeurs en disant ne laissez pas vos référents handicap s'exposer à des risques potentiels et qu'on puisse par la suite leur reprocher d'avoir utilisé l'intelligence artificielle? Merci pour cette question très pertinente. Je vais revenir vers toi, Amélie. Là-dessus, vous avez des recommandations, vous qui accompagnez les entreprises? Oui, éventuellement. Merci beaucoup pour ces questions qui rejoignent en fait un principe assez simple et nous qu'on observe dans les organisations publiques et privées qu'on accompagne. En fait, il y en a plusieurs, mais c'est principalement la gouvernance du sujet et à savoir comment ce sujet-là s'inscrit dans la logique institutionnelle et structure les décisions qui sont responsables sur ces sujets-là. Et finalement, ça se décline, cette gouvernance-là, à partir du moment où on fait des choix qui correspondent aux valeurs de l'entreprise aussi concernant le sujet, en typiquement des chartes donc éthiques, mais aussi des chartes d'usage. Nous, on rencontre des métiers dans des organisations où il n'y a pas encore de plan de changement qui est pensé, organisé, une gouvernance qui est encore en place, mais un peu des usages qui sont liés à des initiatives plus ou moins isolées. Et on voit des bonnes et des mauvaises pratiques. L'idée, c'est de pouvoir aussi les centraliser et dire finalement, quel que soit l'outil que vous utilisez, si c'est un outil qui est finalement sécurisé, là, c'est une bonne chose. Potentiellement, vous pouvez envoyer des données sensibles, et encore que, je ferai très attention quand même, mais donc de bien le préciser dans un document très accessible, d'informer. Et puis, mine de rien, il faut aussi alerter sur la question du shadow IA. Shadow IA, oui, c'est l'usage finalement d'outils propriétaires tels qu'on les a déjà cités, mais qui ne seraient pas des outils liés à son organisation. Typiquement, on peut avoir dans son organisation un outil d'IA qui est dédié aux salariés. Les salariés disent bah oui, mais manque de performance. En fait, moi, je préfère sur mon téléphone ChatGPT, puis je vais lui envoyer des données de l'entreprise, puis des données sensibles concernant une personne en situation que j'accompagne de handicap, et lui donner des informations qu'on ne maîtrise plus ensuite. Donc là, c'est extrêmement important, effectivement, de considérer les usages au-delà de la technique, du RGPD, des DPO, etc., et de la stratégie d'entreprise pour revenir sur les usages et accompagner les métiers, les référents handicap, mais aussi sur la question des identités professionnelles et à savoir qu'est-ce que ça change et quelle est ma valeur, qu'est-ce qui reste de mon travail quand j'utilise ces outils. Donc, beaucoup de transparence, de formalisation, on va dire ça comme ça, sur la RGPD. Amélie? Alors oui, nous, on a effectivement un service RGPD DPO au sein de notre organisation. Donc bien sûr, dès que l'IA a été mis en place à disposition des collaborateurs et des référents handicap, l'idée c'était bien de cadrer les choses et de s'assurer effectivement que l'utilisation soit purement professionnelle, que la neutralité et la confidentialité des données restent, puisqu'on n'est jamais à l'abri, malheureusement, malgré un outil sécurisé d'une fuite potentielle. Donc c'est pour ça aussi que nous, sur l'IA maintien dans l'emploi, l'idée c'est de ne pas citer effectivement de noms de collaborateurs, mais vraiment de préciser plutôt le besoin du référent sur son accompagnement. Est-ce que c'est plutôt un accompagnement sur le référencement des outils, des pratiques, de l'arborescence sur la visite de pré-reprise, l'échange avec le collaborateur? Est-ce que c'est plutôt du pratico-pratique, mais surtout gros point de vigilance effectivement sur la non-communication des données sensibles et surtout de la nomination en tout cas de la personne. Nicolas. Et je reviens juste sur le shadow IA dont on a parlé là. Avant, quand on proposait en interne dans une entreprise un outil comme Excel, à la maison vous aviez aussi Excel, c'est le même.
Là, aujourd'hui, dans le cadre privé, dans notre vie de tous les jours, on peut utiliser des IA qui sont extrêmement puissantes et souvent bien plus que ce qu'une entreprise peut offrir. Donc la tentation est quand même assez facile de se dire « Ok, mais ça marche mieux l'autre truc, je vais utiliser l'autre truc ». Nous, à France Travail, on a été confrontés à ça, et on est évidemment confrontés à ça. Et aujourd'hui, avec des performances qu'on voit Claude, là, qui explose, qui génère des Claude, slides, des c'est fichiers, des PowerPoint. Ça marche hyper bien. Les PowerPoint, enfin bref, chez nous, c'est notre outil numéro 1. Je ne sais pas si c'est bien, mais c'est comme ça. Et donc, Claude fait ça très bien. Mais quand on fait un PowerPoint avec Claude, on envoie de la donnée. Pas de la donnée personnelle, mais de la donnée sur notre entreprise. La stratégie. Ouais. Donc on se pose des vraies questions. Au début, on voulait interdire tout ça, on voulait tout bloquer. Et puis on s'est aperçu que c'était impossible. Donc maintenant, l'idée est plutôt de pouvoir expliquer. De dire, si vous utilisez une solution externe, sachez ceci, sachez cela, prenez conscience de ça, de ci, de ça. Voilà. C'est plutôt ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ouais, avec encore une fois le gros warning des données santé et de tout ce qui peut toucher au handicap sur les réseaux. Est-ce qu'il y aurait une autre question, madame ? On va venir vers vous avec le micro. Tiens, en attendant qu'on vous tende le micro, qui utilise dans sa pratique de référent handicap tous les jours l'IA ? Vous pouvez à main levée ? À main levée, oui. Il y a des mains, il y a des à moitié, pas tous les jours. Ouais. Donc il y a même 2 mains, donc très concernées. Madame, on vous écoute. C'est très bien de lever la main, parce qu'il y a une époque où on avait un peu honte de dire qu'on travaillait avec l'IA. Eh bien, bravo à vous. Bravo. Donc, Claire Boutet, je travaille dans un Cap Emploi. Le Cap Emploi a effectivement une des missions qui est le maintien dans l'emploi et l'accompagnement à la reprise d'emploi des personnes qui auraient été en arrêt maladie. Et on travaille notamment du coup avec la médecine du travail. Oui. Depuis le début de l'intervention, on entend effectivement parler de l'humain au cœur, comment on accompagne. La question aujourd'hui, moi, c'est comment s'articule finalement l'utilisation d'un prompt dans l'IA sur la question du maintien en emploi, de l'accompagnement à la reprise d'emploi, quand aujourd'hui on a des personnes qui finalement travaillent déjà sur la reprise en emploi, qui accompagnent les référents handicap et les entreprises dans cette mission-là. Merci. Et en 45 secondes, c'est possible, Amélie ? Je vais essayer. L'idée en fait du prompt et de l'IA, c'était plutôt en fait de donner une ligne directive au référent handicap. C'est-à-dire qu'on sait que souvent le référent handicap, il a effectivement, moi je fais appel à Cap Emploi tous les jours, aux médecins du travail également, bien évidemment. Ce sont nos acteurs privilégiés dans la sécurisation des parcours et ça ne remplacera pas en tout cas cet accompagnement et ces échanges qu'on peut avoir, merci en tout cas, au quotidien. Là, l'objectif, c'était plutôt de donner au référent handicap, quand il est en one-to-one avec un collaborateur, tu sais, il existe effectivement la visite de pré-reprise, le rendez-vous de liaison, ce qui est un essai encadré, de pouvoir, en fait, c'était plutôt en fait, de pouvoir donner de l'information aux collaborateurs qu'on accompagne, puisqu'un référent handicap ne peut malheureusement pas tout connaître ou tout maîtriser. Et on a parfois un collaborateur encore plus démuni en face de nous, qui peut être en arrêt longue durée. Et donc l'idée, c'est plutôt de redonner un renouveau, des éléments, des billes, pour lui permettre... On va t'accompagner, mais on y va ensemble et voici ce qui existe. Ce qui fait qu'ensuite, quand il est en relation avec le médecin du travail sur une visite de pré-reprise ou avec Cap Emploi, effectivement, pour sécuriser son parcours, il a déjà entendu parler de ce jargon un peu particulier sur ce qu'est la visite de pré-reprise, le temps partiel thérapeutique, l'essai encadré. C'est des choses qui vont lui parler parce que son référent en interne aura déjà, on va dire, préparé le terrain. Ouais, aborder les choses. Merci. 47 secondes, t'as Pardon. fait. Non, je plaisante. Alors, malheureusement, on va conclure. N'hésitez pas à aller aborder nos intervenants après cette table ronde. Je voudrais qu'on les remercie, s'il vous plaît, pour... Merci, c'était vraiment... pour ces échanges passionnants. Merci aussi à vous pour votre participation. Un dernier mot, je voudrais remercier aujourd'hui le comité scientifique de la GEFIP parce qu'ils pensent à vous tous les jours. Ce sont eux qui proposent ce genre de contenu à chaque université, qui réfléchissent à ce qui peut vous intéresser. On peut les applaudir, il y a certains membres qui sont là. Merci à eux. Merci à vous et belle journée. Ça va, ça va.